d'autres des anomalies. Mais le point commun à ces irrégularités réside dans la fraude. Et celle-ci concernerait 2 500 000, pour être précis, de nos concitoyens frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Vous savez, et ce n'est pas à ces illustres personnalités que je vais dire que la fraude se caractérise par 2 éléments, l'acte matériel et l'acte intentionnel, que les latins appellent l'animus peccandi, c'est-à-dire l'intention de faire mal, l'intention de frauder. Alors quand, parce qu'il y aurait eu une irrégularité, qu'on la qualifie de frauduleuse, il y a un bien grand pas qui est franchi. C'est pour cette raison que le législateur que vous êtes, pour annuler une élection, dit qu'il faut qu'il y ait des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin. De sorte que, à interpréter cette disposition, il en ressort que toutes les irrégularités n'emportent pas annulation, sauf celles qui entachent la sincérité. Alors, il me viendra donc l'envie de vous prier de bien vouloir donner l'intention de frauder la loi qui résulterait de l'inscription frauduleuse de ces personnes sur la liste électorale à l'occasion de la révision qui nous est offerte bientôt du 19 octobre au 10 novembre. Ce faisant, la commission, les bras ouverts, va vous accueillir et en échange, on aura l'occasion de déterminer toutes ces personnes qui sont frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Mais en dehors de cela, ce serait prétentieux de la part de la commission électorale, de son propre mouvement, comme on le dirait, de proprio motu, de mettre fin à l'inscription de ces personnes sans que preuve ne soit rapportée. Donc, il faut que vous rapportiez la preuve que ces personnes sont inscrites frauduleusement sur la liste électorale. Je dis bien, il se peut faire qu'il y ait des inscriptions qui soient irrégulières parce que, par exemple, des personnes sont inscrites sur la liste électorale n'ayant pas de filiation. Ceci provenant de ce que la dernière carte d'identité ne mentionne pas à son dos la filiation des personnes. Et l'ONESI a promis à la commission électorale indépendante de lui donner l'application qui permettait de lire cette puce, accédant ainsi à la filiation. Mais dans tous les cas, il vous souvient, par le passé, pas lointain, que la commission électorale, par les soins du PDCI, du PPACI, avait été saisie pour faire état de quelques irrégularités de ce genre. Je ne sais pas si ce sont les mêmes ou elles ont évolué, mais à vous entendre parler, elles ont certainement évolué parce que le nom qui avait été donné n'est pas le même. Alors, nous nous sommes rencontrés et je me rappelle encore, c'était le 15 juillet 2023 et nous avons échangé sur toutes ces questions. Nous avons saisi nos services et c'est ainsi, je me permets encore de lire ce qui en est résulté. Parce que je parle aujourd'hui devant ceux qui sont les représentants de la nation, ceux qui rendent présent la nation partout. Ainsi, étaient présents à cette réunion-là le PDCI, le PPACI, le RHDP, LMP, URD, GPP, MGC, AFD, AIRD, UDC. C'était au nombre de 10. Nous nous sommes retrouvés à l'Atri Events. En ce lieu, les préoccupations du PDCI et de tous ces partis politiques ont été passées en revue. Ainsi donc, sur les 4 201 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale, 4 001 disposaient d'un dossier dans la base des données de la commission électorale indépendante au site central
comprenant soit le numéro de l'ancienne CNI, soit le NNI de la nouvelle carte d'identité, ou les deux. En définitive, et je l'avais dit, il en est donc resté 200 électeurs présumés centenaires sur la liste électorale. Mais alors, voilà ce qui est de l'aspect technique. Mais venons maintenant à l'aspect juridique. Est-il interdit à un centenaire de voter? Non. C'est à un mort qu'il est interdit de voter parce que par sa mort, il cesse d'être une personnalité juridique. Mais un centenaire, il peut voter. Si vous avez la preuve qu'il est centenaire, il peut voter. Alors, si vous confondez le centenaire au décédé, mais cette confusion est fâcheuse. Parce qu'il n'est pas interdit à un centenaire de voter. Alors, si vous avez trouvé des centenaires là-dessus, c'est bien heureux, la Côte d'Ivoire, d'avoir des centenaires. Où est le mal? Où est ce qui contrarie la loi? La loi dit qu'il faut avoir 18 ans pour être électeur. La loi n'a jamais dit qu'il est interdit à un centenaire d'être électeur. Alors, si vous avez la preuve qu'il y a des centenaires, il n'y a pas de raison de vous affoler. C'est une longévité dont fait preuve la Côte d'Ivoire. Et c'est tout à notre honneur. Maintenant, si vous considérez que ce ne sont pas des centenaires et que cet âge est frauduleux, il faut en rapporter la preuve. Car c'est cela le débat démocratique. Vous rapportez la preuve. Vous venez avec des pièces justificatives, comme le dit l'article 12 du Code électoral. Lorsque vous demandez la radiation de quelqu'un, il faut justifier par une requête motivée, avec des pièces justificatives de ce que vous alléguez. Alors sinon, ce serait fâcheux. Et c'est vous qui, représentant de la nation, qui allez reprocher à la commission électorale indépendante de radier à tour de bras des honnêtes citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale sur la base de simples rumeurs, chose que je ne saurais endosser. Donc je vous attends au contentieux. Dès que vous avez la preuve, faites-les-moi parvenir et nous en tirerons les conséquences. Ensuite, on dit la fraude sur la nationalité, le mercénariat, des personnes qui sont décédées. Alors, pour les personnes qui sont décédées, vous savez, en 2010, par le passé, l'inscription de la liste électorale se faisait sur la base de ce qu'on appelle les données alphanumériques. C'est-à-dire, le citoyen venait, il disait son nom sur la base des documents qu'il produisait, le nom, prénom, l'âge, le lieu de naissance, son genre, sa filiation, son domicile, ainsi de suite, sa profession. Mais quand on a été confronté à cette situation qui faisait qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, qui sont décédées sur la liste électorale, alors on a eu recours à ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie, et vous allez le voir dans l'article 7 du Code électoral, dans ses dernières dispositions, dit, en plus des données alphanumériques, on va solliciter du requérant une photo et l'empreinte digitale de ses 10 doigts. Ce sont ces deux bases de données qui constituent l'élément d'identification du citoyen. Et il nous a été rapporté, techniquement parlant, que le citoyen, l'être humain, détient des empreintes digitales uniques, l'un ne pouvant se confondre à l'autre, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi quand on prend votre photo, en réalité, ce n'est pas seulement le faciès, mais il y a également l'iris. Et en plus, les empreintes digitales. Ce faisant, celui qui a cessé d'être un être juridique parce que décédé est parti donc avec ses empreintes digitales, puisque la base des données est composée aussi bien de la biométrie que de l'alphanumérique, il est parti définitivement avec ces données, personne ne pouvant donc se substituer à lui, en principe. Et c'est pour cette raison qu'il y a la tablette. Même si l'usage de la tablette fait l'objet des débats. On reviendra là-dessus si vous le permettez. Donc voilà
la situation des personnes décédées. En principe, aisément, j'aurais dit, pourquoi ne pas laisser les morts là où ils sont? Mais quand les morts survivent à la mort frauduleusement, il est bon avec vous, je suis d'accord avec vous, qu'on s'interroge sur leur action. Parce que quand on est mort, on cesse d'être une personnalité juridique. Et ce faisant, on n'a plus d'attributs humains. Or, le vote fait partie des attributs juridiques des humains. Comment se fait-il que quelqu'un qui est mort puisse voter? Alors, conscient de cela, nous avons, à la suite des observations pertinentes faites par les partis politiques, saisi le corps préfectoral à l'occasion d'un séminaire qui s'est tenu à Yamoussoukro il n'y a pas longtemps, où ensemble, nous avons plus ou moins trouvé des éléments de réponse. La question qui était posée à ce séminaire est celle-là. Pourquoi vous ne nous donnez pas la liste des personnes qui sont décédées à l'occasion de la révision de la liste électorale? Parce que, il vous souvient qu'à l'occasion de cette opération, nous écrivons au ministère de l'Intérieur, détenteur du fichier de l'état civil, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Ils ont argué de ce que soit les déclarations de décès n'étaient pas faites, soit quand le décès était constaté par l'officier de l'état civil, les registres mal tenus qu'ils étaient, et je conviens avec Maître Blessy, empêchaient les officiers de l'état civil de les mettre à notre disposition. Alors, quelles sont les solutions que nous pourrions avoir? C'est ainsi que les officiers, ce jour-là, nous ont fait état des difficultés, des obstacles qui pourraient être levés en nous donnant des solutions. Et ensemble, nous avons convenu de saisir, parce que ces solutions engendreraient bien entendu des dépenses, nous avons saisi le gouvernement. Le gouvernement a fait droit à notre requête. C'est ainsi que nous avons sollicité une structure qu'on appelle Unitec, qui, par le passé, avait participé aux audiences foraines et avait déjà entrepris une telle mission sur le terrain. Et nous nous sommes assis avec le corps préfectoral pour déterminer les modalités, pour identifier les personnes qui sont décédées et les sortir de la liste électorale. Le mode opératoire, il est le suivant. Dans chaque circonscription, cette structure, sous la tutelle bien entendu du ministère de l'Intérieur, va afficher la liste électorale par circonscription. Et il appartiendra aux citoyens de venir consulter cette liste électorale. Même dans les villages, c'est-à-dire dans les lieux de vote, on va afficher et on va exhorter la population à venir regarder sur cette liste les parents qui sont décédés. Si vous dites que M. Tantampion est décédé, on ne va pas exiger de vous les pièces administratives requises par la loi, puisqu'il s'agit pour nous de rechercher un acte qui va suppléer à cet acte de décès. Alors, un fait-part, une coupure de journaux, c'est un commencement d'exécution qui vont permettre donc à l'officier de l'état civil d'avoir déjà la preuve que la personne est décédée, appuyée bien entendu par cela d'un témoignage qu'on appelle la preuve testimoniale. Et cet ensemble de documents est mis à la disposition du sous-préfet, de l'officier de l'état civil, agent de l'État, qui va saisir les juridictions à ses frais pour demander ce qu'on appelle un jugement suppléant l'acte de décès qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et c'est à l'issue de ce jugement que nous allons procéder à la confrontation de la liste des personnes ainsi constatées décédées d'avec la liste électorale pour en extirper ceux qui ne méritaient plus d'être sur la liste électorale. Voilà ce que nous allons faire cette année. Mais mieux, par le passé, comme je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, c'était pendant le contentieux que l'on portait à la connaissance de la CEI des personnes qui sont décédées. Mais maintenant, à l'inscription, vous pouvez venir, entre autres motifs, dire voilà, j'ai mon nom,
j'ai mon père, j'ai tel parent qui est décédé et qui se trouverait sur la liste électorale. Voilà l'acte qui atteste de mes allégations. Et in situ, on va procéder à la radiation de ces personnes-là. Sur la question des personnes décédées, voilà ce que je pouvais dire. Et je voudrais, honorables membres de cette Assemblée, que vous vous associez à la commission électorale indépendante pour rendre la liste électorale propre. C'est dans l'intérêt de nous tous quand le pays se porte bien. Et vous ne trouverez aucune animosité de la part de la commission électorale vis-à-vis de ces choses-là. Même en dehors de la période électorale, de la révision de la liste électorale, venez. Mettons en place un mécanisme qui va permettre d'extirper de la liste électorale tout ce qui ne mérite pas d'y être. Pour ce qui est du pouvoir, bien entendu, conformément aux règles qui encadrent la commission électorale indépendante, pour tout ce qui est de son pouvoir, nous allons faire de sorte que la liste soit une liste fiable. Le professeur Oulaye parle d'audit de la liste électorale, mais nous, on n'a jamais été opposés à l'audit de la liste électorale. Et ça me gêne aux entournures que de considérer qu'un audit pourrait nous offusquer. Mais la seule chose que je dis, si vous voulez un audit en dehors de celui qui est prévu par l'article 12 du Code électoral, mais il faut déterminer les objectifs, les règles qui vont encadrer cet audit et les personnes qui vont exécuter cet audit. Et comme vous êtes les faiseurs de loi, au sens pas péjorant, mais au sens honorable, alors vous éditez une loi qui va en tenir compte et elle va s'imposer à la structure que nous sommes pour l'exécuter sur le terrain. Mais pour l'heure, l'audit dont il est question est prévu par le Code électoral qui dit ceci, que la liste électorale est un document administratif qui est mis à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et l'article 12 dit ceci, tout citoyen, tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription. Vous voyez? Tout électeur de la circonscription peut demander l'inscription. Mais tout électeur, ça s'arrête là, peut demander la radiation. C'est-à-dire pour radier, c'est plus simple que pour inscrire. Pour inscrire, il faut être de la circonscription de la personne pour laquelle on introduit l'action. Mais pour la radiation, il suffit d'être un simple électeur. Alors, voilà un audit. Puisqu'il s'agit de mettre à jour annuellement les mutations intervenues dans le corps électoral. Alors, il est loisible aux citoyens électeurs de demander la radiation à la commission électorale indépendante de celui qui est décédé ou celui qui est déchu de ses droits civils ou en somme, celui qui ne mérite plus d'être sur la liste électorale. Et voilà un audit. C'est ce que nous disons. Mais l'audit qui ne semble pas être encadré par une loi connue de nous ne saurait trouver application au sein de la commission électorale indépendante. C'est tout. Parce que le document qu'est la liste électorale est un document tellement important qu'on ne saurait se fier à des rumeurs de ce qu'il y aurait des citoyens qui soient fraudeurs au point de les radier sur la base d'une rumeur. Parce que moi, c'est comme ça, quand ça ne repose pas sur la loi, quand ça ne repose pas sur un document fiable, digne, authentique, susceptible d'être remis en cause par une procédure qu'on appelle l'inscription de faux, pour moi, je considère que c'est des rumeurs. Et les citoyens qui se sont transportés dans nos guichets pour se voir inscrits sur la liste électorale ne peuvent dignement être radiés de cette liste sur la base de rumeurs. Voilà pourquoi nous invitons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, à travers des preuves régulièrement admises en matière de procès, nous approchent pour demander la radiation de ces personnes-là. Et nous allons faire cet audit-là. Et je le répète, vous qui êtes les faiseurs de loi, vous pouvez déterminer la loi qui va encadrer cet audit-là, ses objectifs et les personnes qui vont les entendre. Parce que vous pouvez dire que la commission n'est pas crédible. Et puis déterminer les personnes qui vont entreprendre de faire cet audit. Il n'y a pas de problème. Parce que l'audit, jusqu'à preuve du contraire, qui est prévu par vos soins à travers la loi, c'est l'article 12. Et c'est ce à quoi nous nous attelons jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, la liste électorale n'est pas annuellement révisée.
J'ai l'impression, j'ai envie de dire, ça c'est la marque déposée de Maître Blessy, mais apparemment tout le monde s'en sert. Mais nous, on n'a vraiment pas de problème au niveau de la révision annuelle. Mais je l'ai dit dans certaines de nos interventions précédentes qu'il faut faire une application intelligente de la loi. Ce n'est pas parce que la loi dit de faire qu'il faut faire sans tenir compte de l'objectif que le législateur a prévu. Parce qu'il y a la loi à travers le texte et il y a la loi à travers l'esprit. L'objectif du législateur, c'est d'avoir le maximum de citoyens sur la liste électorale. Conscient de cela, le législateur lui-même il dit, bien qu'il le dise à l'article 6, la liste électorale est un document qui doit être mis à jour annuellement. Mais il dit quoi à l'article 11? L'établissement de la période de la liste électorale ainsi que ses modalités d'application sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Ça veut dire que la Commission elle-même a un pouvoir d'appréciation quant à la détermination de l'exécution de cette loi. Et cette application nous permet d'être plus ingénieux, plus inventifs. Et c'est pour cette raison que nous exhortons la population à la sensibilisation. Voilà tout le sens. Mais nous n'avons jamais dit que nous n'allons jamais enrôler un citoyen, même s'il est seul. Voyez-vous, je vais vous donner l'évolution de la révision de la liste électorale. En 2010, nous avons eu, après la refonte, 5 725 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Mais de 2010, ce n'est que 5 ans après, ça c'était avant la commission électorale indépendante de M. Cubière. 2015, on vient faire la révision de la liste électorale et on a eu 574 000, 5 ans après. Ensuite, en 2016, voulant respecter le principe dont parle Maître Blessy et puis le professeur Oulaye, mais vous savez combien on a eu? De 574 000 personnes, on a eu 139 000 personnes. C'est-à-dire, quand les deux révisions se suivent, 2015-2016, des 500, on est tombé à 139. Et par la suite, on fait une pause, on sensibilise. En 2018, on retrouve 277 000. En 2020, quand nous prenons les rênes de la commission électorale indépendante, avec la sensibilisation à outrance, on a 908 000 pour la première fois. On a autant de citoyens inscrits sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? En organe responsable, on s'est dit, mais certainement que nos parents ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. Et pour ce faire, il faut les sensibiliser. Donc, nous donnons la possibilité à nos citoyens d'être sensibilisés. Mais s'il y a un engouement, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer, s'il y a un engouement, mais on n'a jamais fait de révision de la liste électorale dans le délai que nous déterminons. Il y a toujours une prorogation chaque fois qu'on constate qu'il y a un engouement. Je vous ai dit, commençons déjà. S'il y a un engouement, on ouvrira les vannes pour permettre à nos concitoyens de s'inscrire sur la liste électorale. Nous ne sommes pas opposés à cela. Parce que le sens de la démocratie, c'est la participation du peuple. Parce que le peuple s'exprime de deux façons, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus par la voie de l'élection. Donc, il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Donc, pour nous, avoir les citoyens sur la liste électorale est un impératif. Donc, on ne saurait s'opposer. Ce ne sont que des modalités pour atteindre cet objectif qui justifient que nous prenions peut-être le temps. Mais, je vous l'ai dit, quand on ne fait pas la révision chaque année, mais ça ne cause préjudice, ça ne cause pas préjudice particulièrement à quelqu'un, c'est tout le monde. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on ne fait pas la révision pour X contre X. Mais quand on ne le fait pas, quand on ne la fait pas, mais en réalité, c'est tout le monde. Et j'ai même l'impression que l'année où on ne fait pas la révision de la liste électorale, c'est cette année-là que Maître Blessy a trouvé pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale.
On dit tous les citoyens devaient s'inscrire sur la liste électorale. Vous n'avez pas fait la révision de la liste. On n'a même pas fini pour 2024. Vous êtes en train de parler de 2025. Mais attendons, finissons de 2024 déjà. Finissons de faire la révision de 2024. S'il y a un engouement, il n'y a pas de problème. Nous allons toujours faire la révision. Ne vous en faites même pas. S'il vous plaît, Maître Blessy. Alors, donc voilà. Pour nous, même si ce n'est pas lié à l'engouement, c'est vous les mêmes qui alliez dit ici, mais vous voyez bien que ça ne rapporte pas. Mais je vous ai déjà dit, même quand je parle de l'engouement, je n'ai pas dit que l'engouement est un obstacle, mais je dis que l'engouement est la détermination de notre mécanisme sur le terrain. Vous voyez, cette année, nous avons pris 12 000 lieux d'enrôlement, ce qui n'était pas le cas par le passé. C'était moins que cela. Mais chaque fois que nous envisageons d'aller vers la population et nous constatons qu'il y a un engouement, mais nous augmentons. Et puis, sur cette question pour terminer, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, la commission électorale ouvre ses guichets dans 12 000 bureaux de vote, bureaux d'enrôlement. Et chaque guichet peut enrôler au minimum 50 personnes. Et quand vous enrôlez 50 personnes en 23 jours, c'est 13 millions de personnes que vous avez. Or, aujourd'hui, nous avons à rechercher 4 500 000 personnes. Vous voyez, on va au-delà. On va au-delà de nos attentes. Si nous enrôlons 50 personnes par guichet, calculez vous-même, 50 personnes par guichet, pendant 23 jours, on enrôle 13 millions de personnes. Or, on n'a que 4 500 000 à recouvrir. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Venez, continuons. C'est petit. Le délai est court. C'est vrai. Le délai peut être court. Commençons. Vous voyez, vous connaissez bien nos parents. Plus c'est long, moins ils se pressent à venir dans nos guichets. C'est toujours au dernier moment qu'on vient payer ses factures. Vous croyez que ça a changé au niveau de l'enrôlement? Ce sont les mêmes pratiques qu'ils adoptent. Donc nous attendons. S'il y a de l'engouement, nous allons aller encore plus. Mais je n'ai pas dit que le manque d'engouement va éteindre notre ardeur à enrôler le maximum de citoyens sur la liste électorale. Alors, qu'est-ce que la commission électorale a pris comme soin de sensibiliser la population? Mais c'est ce que nous faisons, professeur. Voilà pourquoi nous sommes dans l'antre aujourd'hui de l'hémicycle. Et ce n'est pas pour la première fois que je viens ici. Je crois que c'est la deuxième fois ou la troisième fois. C'est la troisième fois. À chaque fois que nous avons des opérations électorales à entreprendre, nous venons prendre l'onction de la représentation nationale. Parce que nous savons que vous êtes bénéficiaires de cette opération. Donc pour nous, on le fait chaque fois. Nous accréditons des organisations de la société civile à l'effet pour celles-ci d'aller sensibiliser nos parents. Et si vous avez des idées sur la question, mais vous écrivez à la commission électorale et vous venez nous proposer les méthodes. Je vous ai dit que les partis politiques ne sont pas des adversaires de la CEI, mais ce sont des alliés. Donc, si vous avez une meilleure idée pour sensibiliser la population, pour capter le maximum de nos concitoyens, pour les inscrire sur la liste électorale, mais nous sommes preneurs. Mais sinon, à chaque fois que nous commençons une opération électorale, nous faisons deux choses. Nous venons vous consulter, nous vous donnons l'information. En plus de cela, nous recevons les partis politiques. C'est à cette allusion que faisait tout à l'heure, comment on appelle, Maître Blessy. Alors donc voilà ces stratégies que nous mettons en place pour faire. Alors on parle des obstacles. Je suis bien heureux que le professeur dise que ça ne relève pas de la commission électorale indépendante pour ce qui est de la délivrance des actes de l'état civil. Mais quelque part, il y a quelque chose qui me gêne. Honorables membres de cette assemblée, vous qui êtes les représentants de la nation, est-ce que notre nation, notre population n'a pas besoin d'éducation électorale? Voyez-vous, la loi a prescrit que quand vous faites un enfant, il faut le déclarer à l'état civil.
Par le passé, c'était combien de jours? 15 jours. La population ne suivant pas, on a amené ces 15 jours à 3 mois pour permettre à la population de venir s'inscrire. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen on doit le pousser dans le dos pour venir inscrire son enfant à l'état civil? Il faut que chacun de nous considère cela comme étant une obligation. Et il faut le dire à nos parents. Mais c'est parce qu'ils n'attachent pas d'intérêt à ce document-là. Et le législateur dit, si vous ne le faites pas dans le délai requis, vous pouvez aller au tribunal pour vous voir délivrer un jugement suppléant l'acte de décès. Ils ne le font pas. Mais votre serviteur, il a été directeur des opérations des audiences foraines pendant 7 ans, qui a été financé par la Banque mondiale, par l'Union européenne. Nous sommes passés par Mont et par Vaux, dans tous les hameaux. Mais quand j'entends Maître Blessy parler de 4 millions de personnes n'ayant pas de papier, j'ai l'impression que les Ivoiriens sont sans papier finalement. Les Ivoiriens sont sans papier, ce n'est pas possible. Nous avons fait ces audiences foraines pendant 7 ans. Nous avons donné, et c'était gratuit, les extraits de naissance. Les juridictions ont été mises à rude épreuve. On a délivré les extraits de naissance. Et avec ces extraits de naissance, ils sont venus pour avoir des certificats de nationalité. Mais il faudra que nous, vous qui êtes les représentants de la nation, que vous parliez un peu à nos parents. Pourquoi c'est à l'occasion des élections qu'on se souvient que les parents n'ont pas de papier? Ça aussi, c'est un problème. J'ai même l'impression qu'on se sert de cette occasion-là pour dire oui, le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Mais pourquoi attendre la période des élections? Une période qui est toujours porteuse de passion. Pourquoi? Mais un parti politique qui a vocation à conquérir le pouvoir d'État s'en donne les moyens pour le faire. Mais en demandant, en exhortant déjà en dehors de toutes les périodes. Mais les citoyens s'inscrivent sur la liste électorale. On dit, on apprend à manger le manioc cru avant que le feu ne s'éteigne. Pourquoi on ne le fait pas? Il faut le faire. Je me rappelle, nous étions en séminaire à Sini. Et un de mes vice-présidents qui est parti faire une course, et il constate qu'il y a un guichet de l'ONESI qui était ouvert. Il demande, mais c'est quel guichet? On dit, c'est l'ONESI, c'est pour faire les cartes nationales d'identité, pour se faire enrôler. En 10 jours, vous avez votre carte d'identité. Et que même c'était étendu aux enfants de 5 ans. C'est-à-dire les parents peuvent venir déjà enrôler leur enfant de 5 ans, de sorte que quand il aura 18 ans, ayant son NNI, il a directement sa carte nationale d'identité. Mesdames et messieurs, les guichets étaient vides. Il n'y avait personne. Mais dès que la commission dit, il y a révision de la liste électorale, j'ai envie de dire, oh, on dit, bon, il faut qu'il y ait, les Ivoiriens n'ont pas de papiers. Mais où sont-ils, ces Ivoiriens? Mesdames et messieurs, j'ai l'impression qu'en réalité, nos parents ne sont pas intéressés. Il faut qu'ensemble, nous les amenons à s'intéresser à la matière électorale. Il faut qu'on leur dise qu'un citoyen doit avoir un papier. Je vais vous dire, moi je suis de culture masque. Chez nous, dans le bois sacré, en dépit de tous les risques qu'on a de se voir blessé, on ne rentre jamais dans le bois sacré avec des chaussures. Personne ne rentre. Mais pourquoi ils ne respectent pas les autres? Mais parce qu'ils n'y accordent aucun intérêt. Moi, je pense que c'est une question d'intérêt. Quand ils sont intéressés, mais ils font ce qu'il faut. Mais quand ils ne sont pas intéressés, figurez-vous, est-ce que vous avez vu un enfant sans nom? Mais on fait toujours le baptême de l'enfant. Et le musulman, il a 3 étapes. Soit il fait son baptême 7 jours après sa naissance, soit 14 jours, soit 21 jours. Mais ils le font. Mais ils se gardent d'aller déclarer l'enfant à l'état civil. Mais parce qu'il n'y accorde aucun intérêt. Alors, il nous appartient, vous qui êtes l'émanation de ce peuple-là, d'exhorter ce peuple-là à aller s'inscrire sur la liste électorale, à tout faire pour avoir des documents. Parce que c'est un élément d'identification. Le baptême dans nos mœurs
Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un élément de publicité de l'humanité, de l'existence de la personne. C'est parce que vous existez. Ce n'est pas le baptême qu'on sait que vous existez au village. Mais c'est tout le sens du baptême. Mais chez nous, le baptême se fait par la déclaration de naissance. Pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'il n'y accorde aucun intérêt. Je crois que ce challenge-là est un défi commun à nous tous. Ce n'est pas seulement que l'affaire de la commission électorale indépendante, parce que le vote, ce n'est qu'un jour. Mais votre vie, c'est tous les jours. Vous avez besoin d'être identifié. Voilà. Donc, pour moi, c'est une activité qui ressortit à la compétence de tous. Alors, vous dites, il y a beaucoup de tracasseries, les documents sont insuffisants. Ça, bon. Quand vous, si puissant, parce que représentant de la nation, qui rendait présent la nation partout, veniez pleurer devant moi, si petit. Alors que vous avez les rouages de la chose, que voulez-vous que je dise? Alors, donc voilà, pour nous, les difficultés que vous rencontrez ou que nos parents rencontrent à l'occasion de la délivrance de ces documents, mais les personnes les plus habilitées viennent chaque jour ici. Il y a des passerelles entre vous et l'exécutif. Parce que justement, conformément à la Constitution, le devoir du parlementaire, c'est de veiller à l'exécution conforme à la loi de la volonté du peuple, dont vous êtes le garant. Donc moi, ah oui, c'est théorique. Bon, ben, la pratique tire son essence de la théorie. Alors, la question relative au président Gbagbo. Alors, le président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. À quand son inscription sur la liste électorale? Bon, je suis toujours embêté parce qu'on personnalise un peu ce débat. C'est vrai que le président Gbagbo n'est pas n'importe qui, mais ils sont bien nombreux, les Ivoiriens, à la suite de la déchéance de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous savez, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez dit à l'article 6, 5 et 6, non, 3 plutôt, que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut 4 conditions. Être ivoirien, avoir 18 ans, juge de ses droits civils et politiques et s'inscrire sur la liste électorale. C'est seule la satisfaction de ces 4 conditions qui vous confère la qualité d'électeur, qui est la carte qui vous autorise à participer aux élections. Ce n'est pas de mon cru, c'est de vous. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo, comme tous les autres, se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise,
le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. On aura failli lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiés par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà, nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Alors quand je crois que c'est plus ou moins tout se recoupe, la période est courte, les extraits de naissance sont chers, les extraits de naissance doivent être gratuits, les Ivoiriens n'ont pas de papier, les anomalies, je crois que nous en avons déjà parlé. Donc, voilà. Alors, quand vous, voyez-vous, Maître Blessy, dans votre intervention, il y a quelque chose qui me fait peur. Et ça, je vais vous le dire. Voyez-vous, à chaque initiative, vous voyez la fraude. À chaque initiative, vous voyez l'irrégularité. Mais ça tue l'initiative. Il vous souvient que la commission électorale, en son temps, avait proposé le basculement automatique. On a dit que dès que le citoyen a 18 ans et qu'il a une carte nationale d'identité, nous allons saisir l'ONESI pour nous mettre à disposition la liste de toutes les personnes qui sont concernées. Quand on l'a dit, on a crié au loup. Attention, possibilité de fraude. Ils sont en train de donner ceci à ceux-là. Automatiquement, la commission a reculé. Toutes les bonnes initiatives, lorsque vous emboîtant le pas, quand vous avez dit, pourquoi on ne fait pas la révision tous les jours de l'année? C'est une très bonne idée, vous prêchez à des convertis. Nous avons dit, mais nous allons faire de sorte que on va demander aux officiers de l'état civil qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire d'ouvrir des guichets en leur sein pour recevoir nos compatriotes qui veulent s'inscrire sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est un recul parce qu'on a sorti de l'escarcelle du ministère de l'Intérieur l'organisation des élections. Tout ce qui touche à l'élection ne doit pas relever du ministère de l'Intérieur. On a reculé. Aujourd'hui, on dit les Ivoiriens n'ont pas de papier. On dit, bon, si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, lorsque vous exprimez la volonté d'en avoir, en allant déposer votre dossier à l'ONESI, et qu'on vous remet un récépissé, vous pouvez venir avec ce récépissé, vous inscrire sur la liste électorale. Maître Blessy trouve que ce récépissé, il faut clarifier là-dessus, est suspect. Voilà. Nous partons de suspicion en suspicion. Alors, et voyez-vous, si ces suspicions sont légitimes, tant mieux, mais ça finit par tuer l'initiative. C'est-à-dire, il faut, et c'est sur ce point que je voudrais terminer sur ce point, il faut que nous donnions un sens à cette disposition constitutionnelle qui dit « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties nécessaires à sa défense. » Ça veut dire qu'il faut présumer les gens de bonne foi jusqu'à ce qu'ils rapportent la preuve qu'ils ne méritent pas cette bonne foi et ils auraient contrarié par la fraude les dispositions de la loi. Mais tant que ce n'est pas fait, il faut les considérer de bonne foi. C'est sur ces propos que je voudrais donc mettre fin à mes demandes. Je vous remercie.